Donc voici la grande pièce du studio, une pièce qui est assez importante au point de vue volume, elle fait 5 mètres de sous plafond avec une isolation totale de l'extérieur. Donc je ne gêne pas mes voisins si je dois jouer de la batterie jour et nuit, et eux ne me gênent pas non plus, même s'il y a un avion qui passe au-dessus. Dans cette pièce, j'ai bien entendu le fer de lance du studio, à savoir ce piano Yamaha demi-queue, qui sonne magnifiquement bien, surtout depuis que je l'ai fait refaire complètement en 2021. Il a été updaté et je dois dire que c'est plus le piano que j'ai connu avant. J'en suis absolument ravi. Et tous les pianistes qui viennent ici le trouvent sublime. À côté, j'ai un autre piano intéressant, c'est un Pleyel, c'est mon piano d'enfance, qui date de 1918. Il est en parfait état et il a un son bien entendu propre à l'âge de ces pianos, tout en étant très facile à jouer. Donc c'est assez formidable pour des pianistes qui veulent un son très différent. Cette pièce, elle a une acoustique qui est variable. Il y a donc des rideaux qui sont tirés là, mais qui peuvent être enlevés et avoir une acoustique beaucoup plus brillante. On a également une baie vitrée qui permet de travailler avec la lumière du jour, et également un mur en pierre qui permet de créer des réflexions et d'avoir une espèce de slap dans la pièce qui peut être intéressant pour des instruments acoustiques. Et puis on a ici une cabine qui est plus ou moins isolée. En fonction, on peut baisser le plafond plus ou moins, on peut tirer la porte. Et dans cette cabine, je peux mettre un instrumentiste comme un contrebassiste, un guitariste acoustique, voire un batteur. Puis ça me sert bien entendu d'endroit de stockage pour ranger les accessoires dont on a besoin quand on enregistre, les chaises, les pupitres, des écrans également, puisque les différentes pièces sont reliées entre elles avec des caméras et on se voit grâce à des écrans vidéo. Ici, on a l'écran propre au Pro Tools qui permet de diffuser un timecode quand on doit travailler soit à l'image, soit avec les barres de mesure qui défilent. J'ai donc ici un Orgamon B3 avec sa cabine Leslie ici, qui est une cabine 124, et une pédale combo faite assez rare qui permet donc de brancher une guitare électrique ou un synthétiseur dans la cabine Leslie. C'est quelquefois pas possible avec les cabines d'orgue, et celle-ci on peut, donc ça offre beaucoup de possibilités. Et puis, bien entendu, ici, j'ai des pianos électriques, à commencer par ce Rhodes Fender. Non, ce piano Rhodes plutôt, parce que c'est pas le Fender, celui-ci. C'est un Mark I de 1977, avec ici un Wurlitzer. J'ai également, là c'est plus récent, c'est un Org Vox. Et puis ici, un petit peu moins connu, c'est un clavinet Honor, mais qui a la particularité de faire le son de pianette et de clavinette mélangée. On a les deux, qui peuvent être mixés ou pas. Le clavinet, bien sûr, c'est l'espèce de clavecin électrique dont usait avec bonheur Stevie Wonder dans pas mal de ses morceaux. Et puis dans cette pièce, bien entendu, on peut répéter à l'envie. Donc j'ai une table de mixage qui me permet déjà de faire sonner ces instruments, et puis de brancher des micros pour une chanteuse, etc., ou voir une répétition avec un petit combo. On peut en profiter à loisir. Voilà cette première pièce du studio. Alors ici, on est dans la deuxième pièce du studio, qui est donc une pièce un petit peu plus modeste que l'autre studio. Déjà, on est moins bien isolé parce que c'est la pièce qui me permet de passer de ma cour à mon jardin. Et malgré tout, on a travaillé l'acoustique de façon à être bien isolé. Et puis surtout, j'ai des gros rideaux en velours qui me servent à matifier cette pièce. Et généralement, j'enregistre le batteur ici pour être complètement dissocié, notamment du pianiste à côté. Dans cette pièce, j'ai beaucoup de mes instruments de percussion, bien sûr. Il y a les congas que j'ai joués pendant pas mal d'années, et puis ce qu'on appelle les claviers pour les percussionnistes, à savoir un vibraphone, un xylophone, un glockenspiel. Et puis, chose moins connue, c'est un jeu de cloches, tubular bells, qui imite les sons de cloches d'église. Je ne vais pas employer ça tous les jours, mais ça peut faire la farce sur certains morceaux pop,
Voilà, de toute façon, c'est des instruments que j'ai transportés avec moi quand je faisais des concerts. On a également un endroit de stockage, à savoir les baffles pour les guitares électriques. Plusieurs marques, Vox, Orange, je dois avoir des baffles Fender également, je dois avoir un baffle Marshall derrière. Et puis ces boîtes de guitares qui sont plutôt vides, les guitares sont dans la control room, on les verra tout à l'heure. En revanche, ici, j'ai mon armoire à micros, dans lequel je range soigneusement tous les micros à l'abri de la poussière, quand le studio n'est pas en activité, avec des micros bien entendu connus de tout spécialiste, des Neumann à lampe, des statiques, des dynamiques. J'ai des micros à ruban, des Coles, des Royer R121. J'ai des Schoeps, j'ai des micros dynamiques pour la batterie, des Sennheiser M421, 441. Enfin, un petit peu tout ce qu'il faut avoir quand on se destine à faire des enregistrements. Une cinquantaine de micros à peu près sont rangés dans ces boîtes. Alors ici, dans une petite pièce dédiée uniquement au stockage, à la fois des pieds pour les micros, mais surtout de mes batteries et percussions. J'ai donc à la demande ici 3 kits de batterie complets, 3 grosses caisses, 18, 20, 22, les tomes premiers qui vont du 8, 10, 12, 13, 14, 16, et puis cette batterie Pearl plus récente. Cette batterie première m'avait été donnée par la maison Selmer qui importait la marque Premier dans les années 85. Et j'ai toujours été très heureux de jouer sur ces batteries qui m'ont accompagné le long de ces tournées. Dans ces boîtes, j'ai à peu près toutes les petites percussions qu'on doit de secouer devant un micro quand on est percussionniste. J'ai également des temple blocks, des bongos, des timbales. Et fait de plus rare, j'ai également 2 timbales symphoniques qui sont, elles, en fibre et pas en cuivre, mais qui permettent de donner des sons très symphoniques et martiales à la musique. Voilà, également des pots innombrables pour coller au mieux au son de batterie que l'on veut avoir. Ici, par exemple, je n'ai pas des rototomes, qui sont des instruments, des tomes sortis dans les années 80, qui n'ont pas de fût de résonance, mais qui peuvent être accordés en tournant. Voilà, ça n'a pas beaucoup de son, et c'est intéressant parce que ça permet d'accorder au mieux. De ce côté, c'est simplement des retours de voyage, des instruments qui viennent ici du Burkina Faso, un balafon, ici un talk drum que j'ai dû ramener, je crois, de Côte d'Ivoire. Ici c'est un gong, ou plus sérieusement un tam-tam, que j'ai joué dans une œuvre de Duke Ellington que l'on avait reprise avec le big band de Claude Bolling au théâtre de Chaillot. Cette œuvre s'appelait Drum is a Woman et je jouais de la batterie mais également des timbales, des jeux de cloches qu'on a vu précédemment et du tam-tam. J'avais ce petit là et puis j'en avais un très très grand. Voilà, c'était l'occasion de se servir de tous ces instruments. Alors on vient gravir l'escalier pour monter à la control room et avant d'arriver dans cette pièce, on a un palier qui sert de coin détente où on peut téléphoner. Et puis surtout qui me sert à enregistrer les voix, notamment les chanteurs et chanteuses qui veulent faire leur voix témoin en même temps que l'orchestre. Ces voix témoins, la plupart du temps, deviennent définitives assez rapidement. Et donc ici, j'ai en permanence 2 micros. J'ai un U47 et j'ai un C414. Donc très vite, on peut juger quel est le micro et marche le mieux avec la personne qui chante ou qui parle. Bien entendu, toujours le même principe, écran et caméra pour voir les autres musiciens dans les différentes pièces en bas. Et puis, cette mixette qui permet de faire son réglage casque comme la personne le souhaite. Alors là, j'ai retrouvé ma place de prédilection à côté de la console. Donc ma petite control room
que j'adore vraiment. Elle a été remaniée plusieurs fois, bien entendu. Elle doit être à mon troisième génération de matériel, à peu près ici. La table de mixage est une table SSL Matrix. C'est donc une table analogique, 16 voix, mais qui permet également d'être un contrôleur pour le logiciel de prédilection. Moi, c'est Pro Tools. Alors, beaucoup de matériel, parce que, faut le dire, je suis quand même un geek en matière de matériel, notamment analogique. Alors, cette table de mixage n'a pas de préampli, donc tous les préamplis sont déportés. J'ai une quarantaine de préamplis à peu près. J'ai des préamplis dédiés à la batterie qui sont des BAE, notamment l'équivalent de 312 API, très punchy. 8 préamplis Millenia qui sont très transparents. Des préamplis à lampe, à vallon, Universal Audio. Et puis j'ai également des préamplis ici Neve, Meris, Rupert Neve. Et puis de l'autre côté, j'ai également un très beau patch de préampli 1073 Neve. Voilà, donc ces préamplis me servent à remonter tous les micros patchés en bas. Et ces micros vont directement dans le Pro Tools. Ensuite, les périphériques, énormément de compresseurs. Parce que j'adore travailler, sculpter le son, notamment avec la compression. Donc j'ai les valeurs sûres que l'on connaît tous, les 1176, les LA3A, bien sûr des distressors qui sont un peu le couteau suisse des compresseurs. Un peu plus rare, ça c'est une réédition, une recréation d'un DBX 160. Celui-ci est stéréo, c'est Audioscape qui fait ses merveilles, c'est juste magique. Ici pareil, un Evented Omnipressor, c'est carrément insensé. J'ai oublié de dire que la table SSL est une table qui est Total Recall et j'ai également des périphériques SSL qui marchent en harmonie avec la console et qui me permettent de recoller également ces EQ et ces compressions SSL. J'ai une chaîne de Masterbus avec du SSL également, mais également une grosse EQ Manley et puis le compresseur de bus SSL également. Encore un petit peu plus sélective, on va dire. Un compresseur TubeTech, ainsi que les égaliseurs TubeTech correspondent à des Pultec un petit peu. Encore un compresseur de Mixbus API, compresseur stéréo à lampe de Anthony de Maria Lab. Voilà, donc beaucoup de périphériques, des reverbs, Tape Echo ici, pas mal de reverb. Grosso modo, mon Pro Tools me permet d'enregistrer à la volée 40 pistes in et out. Comme tu peux le voir, j'ai donc des guitares basses accrochées au mur, notamment la basse mythique de Paul McCartney, la Hofner Bass, qui joue encore maintenant. Et puis à côté, bien sûr, les basses incontournables de Fender. J'ai deux précisions. Un modèle avec une tête qui ressemblerait à une Telecaster, un modèle 54. Et puis un modèle, je crois, c'est 62, précision. Et puis un modèle Jazz Bass 65. Tout ça, ce sont des rééditions, bien entendu. Ce ne sont pas des instruments d'époque. On arrive dans cette transition des deux parties de la Control Room où je stocke ici un très bel ampli de basse puisque c'est le non moins célèbre Ampeg modèle B15N héritage, donc c'est une réédition du fameux Portaflex qui est absolument splendide. Et puis ici un petit pedalboard très simple avec les grosses signatures pour la guitare, à savoir une Big Muff, une fuzz et puis des tubes Streamer, un MXR Phase 90. Et puis ici un peu plus rare, une pédale Qtron Plus qui permet d'avoir notamment une wah-wah automatique et puis quelques effets pour la basse avec un bass driver, un octaveur également, puis une pédale wah-wah. Voilà, ça c'est pour des guitaristes qui viendraient sans leur petite pédale. Alors en face le pedalboard, on a les racks de guitare électrique avec des incontournables Fender, des Telecaster, des Stratocaster. Il y a une Jazzmaster ici et puis on a une Jaguar, donc c'est les solid body. Chez Gibson, on a 3 Les Paul, dont la première c'est une SG. Je crois que c'est un modèle George Harrison ou Eric Clapton. On la voit surtout dans le groupe d'ACDC, Angus Young. Et puis 2 très belles Les Paul. Celle-ci c'est un modèle 1956 avec des P90, pardon. Puis un modèle qui date de 54 mais qui a toute une histoire, c'est la fameuse guitare de Peter Frampton, le The Phoenix, avec cette guitare qui a été perdue dans un crash d'avion puis retrouvée quelques années après. Elle a 3 humbuckers, c'est une réédition bien entendu. Il y a une signature sonore très particulière.
Et puis une Epiphone avec une forme singulière puisque c'est la Firebird. C'est une guitare qu'utilisait notamment le bluesman Johnny Winter et elle a un son assez incroyable. Après dans les demi-caisses ici une ES 335 qui date de 1987. Elle est absolument magnifique, en parfait état. Et puis ici on a une Epiphone Casino qui était propre à notamment Paul McCartney et John Lennon qui ont toujours eu ça. Et puis une Gretsch 12 cordes. Et pour terminer avec les électriques, là on a des 3/4 de caisse et notamment celle-ci que j'adore vraiment. C'est un modèle Gretsch White Falcon et ce modèle est le modèle du guitariste Stephen Stills. On voit sa petite signature, Stephen Stills étant le guitariste mythique du groupe CSN, Crosby, Stills & Nash. Elle est absolument splendide, c'est vraiment une très belle guitare. Et enfin, pour terminer, un modèle très jazz, une Ibanez modèle George Benson. Quelques guitares acoustiques, notamment 2 Epiphones, une réédition d'un modèle J45 de Gibson et un modèle Hummingbird. Je tiens à signaler qu'ici, on a 4 têtes d'ampli, un Deluxe Reverb Fender, un Vox AC30, un Marshall, je crois que c'est un Vintage 20, et puis un Orange OR15. Et ces têtes d'ampli passent par un switch qui me permet de brancher mon pedalboard directement dans ce switch et de ce switch choisir la tête d'ampli à la volée que l'on veut avoir. Et puis pour terminer, ce switch va dans le aux d'Universal Audio qui permet de simuler tous les baffles, enceintes, cabinets que l'on veut, virtuels mais qui marchent admirablement bien et qui permet d'éviter d'avoir les cabinets qui seraient en bas chez moi avec des micros qui reprendraient ça. Alors on peut faire les deux bien entendu, ou l'un ou l'autre, mais en tout cas ce cabinet virtuel aux Universal Audio est assez extraordinaire. Toujours suspendu ici, on a plusieurs basses, on a une fretless 5 cordes Ibanez, on a une Epiphone un peu plus rare qui a une demi-caisse modèle Jack Cassidy, et puis une très belle Rickenbacker avec un son très particulier que j'aime beaucoup. Et puis 2 autres acoustiques qui sont des vieilles guitares que j'ai eues quand j'étais jeune, une nylon et puis une folk Made in Japan de 76. Et puis là, on arrive dans les synthétiseurs et différents pianos électriques, mais surtout synthétiseurs. Je commence par la famille des Sequential. Ici, on a l'OB6, donc une réédition d'un Oberheim, OB8 grosso modo, du Prophet 5, celui-ci c'est le Prophet 6. Et puis le dernier synthétiseur conçu par Dave Smith, donc le grand patron de Sequential Circuit, qui s'appelle le Trigon 6. Je tiens à signaler qu'ici, j'ai donc toujours ma station Pro Tools qui me permet de faire des programmations à la volée, MIDI, etc. On poursuit avec 3 synthétiseurs monophoniques. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement ce Mini Moog. Mini Moog étant le premier synthétiseur portatif, on va dire, conçu dans les années 60. On a son frère qui est l'ARP Odyssey, qui produit à peu près le même type de son, avec des signatures différentes et une conception différente. ARP est arrivé juste un petit peu après et a pris le contre-pied de ce que faisait Moog à l'époque. Et puis ici, un tout petit peu plus récemment, mais dans les années 70, c'est le Korg MS-20. Et puis on arrive ici sur ces 2 grands synthétiseurs polyphoniques. Ce sont des rééditions Roland du fameux Jupiter 8 et du Juno 106. C'est donc le Jupiter X et le Juno X. Alors ici j'ai 2 reliques d'un premier studio que j'avais eu dans les années 80. C'est cette fameuse boîte à rythme Oberheim qui s'appelle la DX, qui fonctionne toujours très très bien. En revanche, c'est pas une boîte à rythme MIDI. Donc à l'époque, il fallait enregistrer le timecode sur une cassette, enregistrer cette cassette, ou en tout cas sur un magnétophone, et après on lisait le magnétophone, en même temps on enregistrait, et la boîte se synchronisait dessus.
Donc là, on s'en sert surtout à la volée ou pour sampler des sons propres à cette boîte à rythme DX, pardon. Ici, pareil, c'est un synthétiseur, on voit que le clavier, mais c'est le fameux Yamaha DX7 qui doit dater de 82. Donc on remonte un petit peu en arrière. Et là, c'est un clavier assez rare, c'est une réédition numérique du fameux Mellotron. Le Mellotron, faut regarder ce que c'est. C'est un instrument des années 70, conçu pour imiter les cordes, les chœurs. Tout simplement, des savants fous avaient imaginé qu'en enregistrant la note du violon sur une bande magnétique et en lisant cette bande magnétique, on avait le vrai son du violon. Et donc, il y avait une bande magnétique par note et donc ton, demi-ton. Un instrument incroyable qui a fait les beaux jours de Genesis, de Yes, de tas de groupes des années 70. Ça, c'est une réédition numérique, mais avec les vrais sons du Mellotron. C'est le Mémotron, celui-ci.